Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'avoir patienté dans notre petite salle d'attente virtuelle. J'attends quelques secondes le temps que tout le monde soit bien connecté et je pense que ça devrait être bon. Bien écoutez, on est ravis de vous accueillir, à l'occasion donc de la Journée internationale de l'éducation pour, un webinaire donc qui va porter, sur la coopération pour une éducation de qualité en, contexte de crise, dans les différents pays du Sahel notamment. Alors quand on parle de crise, c'était pas seulement, hein, la crise sanitaire puisque la pandémie de Covid-19, a aussi exacerbé les multiples crises qui existaient déjà et qui menacent, encore malheureusement, hein, donc les crises sécuritaires, les crises liées aux déplacements forcés, aux conflits, ou aux catastrophes, écologiques. Alors ce webinaire, auquel vous participez maintenant est organisé par l'Agence française de développement, par la Coalition éducation et puis par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Moi, je m'appelle donc Charlie Dupiot, je suis journaliste indépendante et je travaille à RFI. Et donc, c'est moi qui vais animer, modérer ce webinaire. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui vous attend, ce webinaire va être constitué de 2 tables rondes différentes. Une première table ronde avec 4 intervenants dans laquelle on va évoquer très concrètement des initiatives, des bonnes pratiques pour garantir la continuité éducative en temps de crise. Et puis, on aura ensuite une seconde table ronde avec 4 intervenants également, pour tirer de manière un peu plus générale les leçons de ces bonnes pratiques et puis aussi pour proposer, des recommandations, voilà, pour une meilleure coopération éducative qui garantisse, une éducation de qualité, en contexte de crise. Donc voilà, donc ça c'est le programme, 2 tables rondes, qui vous attendent. Donc, on voudrait que ce webinaire qui va durer 1h30 jusqu'à 18h heure de Paris, soit le plus dynamique, le plus vivant possible, pour vous et vous enfin, pour vous qui le suivez. Voilà, c'est notre envie. Donc, on va vous proposer 2 temps d'échange, différents. Donc, en fait, un temps d'échange après chaque table ronde, un temps de questions-réponses et en fait, dès maintenant, là, dès qu'on va commencer la première table ronde, vous pouvez poser vos questions, dans le chat, donc par écrit. Et en fait, pendant le temps d'échange, moi, je reprendrai les questions à l'oral pour les poser aux différents intervenants. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, dès le début de la première table ronde à poser vos questions et puis on les reprendra. Donc, on aura 15 minutes d'échange après la première table ronde et 15 minutes d'échange après la seconde table ronde. Voilà. Donc, je vais présenter, écoutez, les 4 intervenants de notre première table ronde, hein, pour commencer. Donc, nous avons Adeline Rasmata Ouedraogo, qui est directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso. Nous avons également la chance d'avoir Aïchatou Mamoudou Ama Issa, qui représente le cadre consultatif nigérien des enfants, donc au Niger. Nous serons aussi avec Julie Maline, qui est chargée de mission à l'AFD au Niger également, et Paco Perichaud, qui est responsable de la recherche à impact initiative. Alors, comme je vous le disais, dans cette première table ronde, on va vraiment parler des bonnes pratiques et des initiatives qui peuvent être prises en temps de crise. Mais d'abord, on va faire un petit peu un rapide état des lieux de ce qu'on entend par le mot crise. Voilà, concrètement, c'est quoi en fait quand on parle de crise, de quoi parle-t-on? Et puis comment elles peuvent avoir un impact sur les systèmes éducatifs. Et puis après, on verra donc les bonnes pratiques, hein, qu'on peut mettre en place pour répondre à ces crises. Donc, je vais commencer par donner la parole à notre première intervenante, Aline Rasmata Ouedraogo. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont pu être les crises et quelles peuvent être les crises qui touchent l'éducation au Burkina Faso? Merci, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et merci aussi à mes supérieurs qui ont autorisé ma participation à ce webinaire pour un partage d'expérience, pour aussi améliorer, si on peut le dire ainsi, la coopération. Alors, donc, pour moi, la crise au niveau de l'éducation, il s'agit d'un phénomène qui survient et qui nécessite une gestion particulière. Et elle peut être bénéfique au système, mais elle peut aussi, et dans tous les cas, elle peut entraîner un changement important, mais la plupart du temps, elle peut conduire à des risques pour le système éducatif. Ça veut dire donc que la crise peut vraiment être
problématique pour le bon fonctionnement du système éducatif. Et cela dit, au Burkina Faso, je vais peut-être mettre l'accent sur les crises les plus cruciales, on va dire. Sinon, c'est d'abord reconnaître que les crises au niveau du système éducatif, elles peuvent avoir des origines externes, mais aussi des origines internes. Alors, les origines internes, ça, ce sont nos vulnérabilités internes du système éducatif, comme les grèves, les violences en milieu scolaire, les mariages d'enfants, mais surtout les crises liées aux catastrophes naturelles, hein, comme par exemple les épidémies et avec la pandémie donc, du Covid-19. Mais surtout, ce que nous avons comme crise ces dernières années, c'est justement les crises liées aux conflits sécuritaires, aux conflits politiques. Et bon, j'espère que vous êtes solidaires avec moi et mon pays qui vivons une situation un peu difficile et particulière depuis 24-48 heures. Et donc, tout ça, ce sont des aspects de crise qui peuvent justement et considérablement affecter l'éducation, qui peuvent considérablement affecter le système éducatif, parce que, par exemple, ça va occasionner des fermetures, on va dire, ça va occasionner justement la rupture du droit à l'éducation pour les enfants, parce que peut-être il y a les classes sont fermées et quelquefois elles sont même détruites. Et donc, voilà ce que nous pouvons vivre comme situation, et l'impact en tout cas de ces crises-là sur le système éducatif. Donc, c'est la rupture. Donc, et par exemple, si je vais donner les cas concrets, comme vulnérabilité interne, c'est par exemple les cas des grossesses précoces ou des mariages d'enfants qui causent des ruptures scolaires pour nos enfants, notamment les filles. Mais surtout, revenant sur les conflits armés, elles causent les fermetures des classes et les déplacements des populations et l'instauration d'une crise humanitaire. Tout ça, par exemple, à la date du 31 octobre 2021, selon donc, le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence de mon pays, on comptait près de 11% d'écoles, d'établissements scolaires qui sont fermés, affectant presque 400 000 élèves qui sont plus ou moins en rupture de scolarité, et dont presque 160 000 filles, et pour ce qui est des élèves, mais aussi les enseignants sont aussi touchés par cette crise. Ces fermetures de classes touchaient presque 10 000 enseignants, dont environ 4 000 femmes enseignantes. Donc, pour ne citer que ces crises-là, voilà ce que nous avons comme crise au Burkina Faso et qu'est-ce que ça fait comme impact sur le système éducatif. Merci pour ce récapitulatif. Et effectivement, bien sûr, on est en pleine crise politique également actuellement au Burkina, avec le président qui est détenu, des mutineries dans différentes casernes. Voilà, donc vous en parliez, effectivement, on a cette nouvelle crise qui s'ajoute au contexte burkinabé. Paco Pericho, donc vous travaillez sur un outil pour permettre d'évaluer les communautés vulnérables au Niger. On va en parler un peu plus tard, vous allez nous le présenter, mais d'abord pour vous, qu'est-ce qu'on peut entendre par crise et quel type de crise affecte les différents systèmes éducatifs? Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, merci Madame Rasmata Ouedraogo pour la présentation des crises donc, au Burkina. Au Niger, donc bien sûr pays voisin, on est à peu près donc, dans les mêmes situations pour certaines régions. Donc effectivement, le système éducatif nigérien il est fortement touché, notamment par des crises sécuritaires, avec notamment nous, les régions de Tillabéri, de Difa, de Tawa et de Maradi, qui sont touchés donc, par des introductions de GAN, donc de groupes armés non étatiques sur leur territoire. La région la plus touchée en ce moment, c'est la région de Tillabéri, puisqu'en décembre 2021, on dénombrait plus de 500 écoles fermées sur tout le territoire de la région de Tillabéri, donc qui est frontalière avec le Burkina Faso à l'ouest et le Mali au nord de cette région-là, qui enclave la région capitale de Niamey. Au-delà de ces problèmes sécuritaires, on a aussi des crises qui sont liées donc, aux aléas climatiques, notamment des inondations qui peuvent entraîner des fermetures d'écoles
ou alors des problématiques de transport, c'est-à-dire des routes qui peuvent être coupées, notamment dans les régions, donc la région de Niamey qui a été très fortement touchée en 2020, mais surtout les régions de Maradi et de Zinder également. Et sinon, on a des problématiques également liées donc, à des crises sanitaires. Donc, on parle du Covid-19, mais au-delà du Covid-19, nous avons aussi également le paludisme qui touche énormément d'enfants dans la région du Sahel, puisque c'est l'une des régions les plus touchées au niveau du globe. Et enfin, nous considérons également des crises liées à la sécurité alimentaire, donc qui se recoupent également avec les aléas climatiques, mais beaucoup de problèmes donc, de la faim en fait, qui touche les familles. On sait aussi qu'il y a des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas forcément à manger le midi là-bas. Donc cette crise alimentaire, elle est liée notamment aussi à des problématiques, donc bien sûr liées au phénomène de sécheresse. Sécheresse qui a été importante cette année, notamment au Niger, et on sait qu'on est on a un système d'alerte qui a été lancé, notamment pour 2022, puisqu'on risque d'avoir des problèmes en fait, de stock de nourriture très rapidement. Donc voilà, ça c'est pour la présentation des crises au Niger, donc qui se recoupe effectivement avec celle du Burkina. Et donc Impact Initiative, en partenariat avec l'Agence française de développement, a décidé de développer, partenariat également bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale au Niger, a décidé de développer donc un outil qui permet de mesurer ces vulnérabilités donc, du système éducatif nigérien et de prendre en compte les facteurs contributifs, ce qu'on appelle les facteurs contributifs, donc toutes ces crises externes en fait, au système éducatif, mais qui l'impactent directement. Et donc, nous avons essayé de calculer les vulnérabilités au niveau des communes, des 266 communes du Niger, pour justement définir par la suite les priorités, donc c'est-à-dire les communes qui sont les plus gravement touchées, donc celles qui sont les plus vulnérables dans le système éducatif nigérien. Donc là, je vous ai présenté, là, je vous projette l'architecture en soi donc, de l'outil. Donc cet outil-là, il a deux piliers qui sont l'éducation et donc les facteurs contributifs. Dans le système éducatif, au niveau du secteur éducation, pardon, on va aller s'intéresser donc aux barrières d'accès à l'éducation, c'est-à-dire le taux de non-scolarisation. Donc au Niger, il y a entre 50 et 60% des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas inscrits à l'école, par exemple. Et ensuite, on va, pour les enfants qui ont pu être scolarisés ou qui peuvent suivre notamment un parcours éducatif, on s'intéresse à l'environnement d'apprentissage également, c'est-à-dire aux conditions d'apprentissage, à la qualité de l'enseignement dans ces écoles, notamment par exemple le type de classe, si ce sont des classes en paillotes, le nombre d'enfants par classe aussi qui est très élevé au Niger, en moyenne il est très élevé, ou alors le nombre de matériel scolaire, c'est-à-dire de fournitures scolaires, par exemple de cahiers pour les enfants, etc., de manuels scolaires, etc. Et on va aller essayer donc de calculer, de mesurer également donc les facteurs contributifs, à savoir ceux que je viens de citer précédemment, donc la sécurité, les aléas climatiques, la santé et la sécurité alimentaire ou la situation d'insécurité alimentaire, pour justement définir encore une fois donc, les communes qui sont les plus touchées par les crises. Donc là, je vous ai montré, une fois qu'on a essayé de définir donc, les indicateurs qui vont composer cet outil-là, on va attribuer un score de sévérité pour chaque commune. Et donc là, je vous ai montré, par exemple, pour le 2020, donc le pourcentage de communes qui se trouvaient donc, dans des scores de sévérité 1, 2, 3, 4, donc 1 de minimal, ensuite à 2 modérés, 3 sévères et 4 extrêmes, qui nous permettent ensuite de prioriser les financements pour telle ou telle commune en fonction du score qui a été attribué à cette commune-là. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais donc, en fait, on essaye d'avoir une vision un peu plus globalisée, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus d'ensemble et de remettre en fait l'éducation au cœur du contexte en fait du pays, qui bien évidemment engendre des difficultés très importantes pour l'accès à l'éducation et les conditions d'apprentissage des enfants du Niger. Voilà. Merci Paco pour cette présentation. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, sur ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis, comme je vous disais, on aura un petit temps d'échange avec les intervenants voilà, pour ces différentes questions. Je crois que certains d'entre vous ne voyaient pas forcément les diapos. Peut-être que Paco, vous pourriez les envoyer dans le chat éventuellement pour qu'on puisse les revoir éventuellement. Julie Maline, vous qui êtes donc chargée de mission à l'AFD Niger, vous avez utilisé cet outil-là dont parlait Paco Périchaud
pour le programme REV, donc un programme qui vise à réduire la vulnérabilité du système éducatif nigérien face aux crises. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce programme, justement? Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a travaillé avec Impact pour la préparation de ce programme REV qui vise à travailler sur la construction de la résilience du système éducatif. Donc, on n'est pas vraiment sur un programme qui accompagne l'urgence en tant que telle et la crise. On est sur un programme qui appuie le ministère, les acteurs de l'éducation, les écoles, les ménages, qui les appuie pour être plus résilients et être capable de réagir lorsqu'un choc survient. Donc, en fait, on intervient avec ce programme REV un peu avant que la crise survienne pour espérer renforcer les acteurs et qu'ils soient capables de mieux y répondre par eux-mêmes. Et à travers ce programme, donc comme l'a expliqué Paco tout à l'heure, en réalité, il y a déjà une forte vulnérabilité éducative au Niger. Il y a beaucoup de problématiques. Hein. Il y a des enfants, les enfants sont nombreux à ne pas aller à l'école. Les écoles ont difficilement accès à des fournitures, sont parfois dans avec des infrastructures qui ne sont pas en dur, ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire avec des classes en paillotte ou en banco. Et s'ajoute à ça le risque de choc, en fait, de choc sanitaire, de choc crise alimentaire, sécuritaire, etc., etc. Donc, ce qu'on a essayé de travailler avec le programme REV, c'est d'appuyer à la fois l'école pour qu'elle soit capable de répondre aux chocs lorsqu'ils surviennent, à la fois les communautés, les ménages, pour qu'ils soient eux aussi outillés pour répondre et faire face à ces difficultés, mais aussi les institutions. Donc, c'est le ministère de l'Éducation, son niveau déconcentré, notamment les directions régionales et les inspections, et les communes, collectivités, qui sont au Niger un maillon important de la chaîne puisque le système éducatif est décentralisé. Et en réalité, l'approche de REV, c'est de travailler sur le maillon le plus vulnérable de la chaîne éducative, c'est l'école, sur laquelle on a mis un accent très fort. Et donc, une grosse partie du financement va au niveau des écoles directement, parce qu'on considère que c'est elles qui seront en première ligne lorsqu'il arrive une crise ou un choc. Et en réalité, on s'appuie aussi sur les ménages et les institutions dans un deuxième temps. Mais c'est véritablement un accent qui est mis sur l'école, sur la capacité à la fois de la direction de l'école, mais aussi la participation de tous les élèves et de tous les enseignants pour construire ces mécanismes de réponse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça signifie que à travers le programme REV, comme vous le voyez peut-être dans la diapo, j'espère que c'est visible pour vous, il appuie au niveau des écoles les comités de gestion des écoles pour qu'ils soient capables d'abord d'identifier quelles sont les crises auxquelles ils pourraient être confrontés, donc que ce soit, comme on l'a dit, des inondations, crises sécuritaires, etc. Et puis, il va permettre, avec l'appui de notre partenaire UNICEF, de travailler sur la formation de ces comités de gestion et la préparation de ces comités de gestion pour identifier ces risques. Et ensuite, à travers les financements de l'AFD, il y a des subventions qui sont données donc, à un tiers des écoles du Niger qui ont été identifiées en situation de vulnérabilité avec l'outil qu'a présenté Paco. Et ces écoles reçoivent donc un montant de subvention qui leur permet ensuite de faire des petits travaux ou de mettre en place les éléments qui leur permettront de répondre à la crise. Donc
Par exemple, pour vous donner des exemples concrets, ça peut être la mise en place d'une cantine ou d'un jardin scolaire quand on identifie qu'une école est vulnérable aux crises alimentaires, la mise en place de boîtes à pharmacie ou la prise en charge de bilans de santé pour les élèves quand il y a des risques de crise sanitaire. Ça peut être la mise en place de points d'eau, les petites réhabilitations des infrastructures pour éviter les inondations ou en tout cas, dans le cas de crise sécuritaire, la possibilité de doter les écoles avec plus de matériel, plus d'infrastructures pour qu'elles puissent éventuellement accueillir des enfants lorsque les populations sont déplacées. Voilà, le programme accompagne aussi les ménages et les communautés à travers encore une fois, des choses très concrètes sur la distribution de moustiquaires, des rations alimentaires, ce genre de choses. Et également les institutions, donc le ministère de l'Éducation et les communes, pour qu'elles puissent à la fois, donc avec cet outil, être capables d'anticiper, de programmer leurs appuis, si jamais il y en avait besoin, de cibler leurs appuis. Et puis, pour les communes, très concrètement, il y aura des stocks de contingence qui seront mis en place. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des stocks de rations alimentaires, ça peut être des bâches pour construire des classes temporaires pour accueillir des élèves qui seraient déplacés. Ça peut être un tas de choses, des fournitures scolaires qui sont logées au niveau de la commune et qui permettent à la commune de réagir et d'apporter le soutien nécessaire à l'école lorsqu'une crise se déclenche. Voilà. Bien, merci beaucoup pour la présentation de ce programme. On y reviendra un petit peu. Adeline Rasmata Ouedraogo, donc vous, au Burkina, quelle stratégie vous avez mise en place pour faire face aux crises, aux différentes crises des précédentes années que vous évoquiez? Merci. Alors, donc, comme vous l'avez constaté, j'ai mis l'accent sur notamment la crise liée au conflit sécuritaire. Et donc, je voudrais, par rapport aux stratégies, dire que pour les vulnérabilités internes au système éducatif, il y a des dispositifs qui sont là, qui partent depuis déjà de l'institutionnel, et puis aussi des stratégies qui sont élaborées, comme par exemple pour la question de l'éducation des filles, c'est une direction, une stratégie nationale d'accélération de l'éducation des filles et avec des projets pour justement adresser les problèmes connus tels que les mariages d'enfants, les grossesses. Mais si je veux un peu m'étaler sur la crise sécuritaire, c'est dire que la stratégie ici a consisté donc institutionnellement à mettre un secrétariat technique chargé donc de l'éducation en situation d'urgence qui au départ a commencé à parler donc de l'urgence ou encore de la crise sécuritaire uniquement, mais par la suite, lorsque la pandémie du Covid-19 est apparu, on a juste compris qu'il faut que l'éducation en situation d'urgence adresse justement toutes les autres formes de crise qui peuvent venir au-delà donc de la crise sécuritaire. C'est ainsi qu'une stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence est élaborée et cette stratégie qui comporte un axe fixe et orienté sur comment améliorer l'accès des élèves qui sont justement affectés par les conflits sécuritaires, en tout cas les différentes crises, mais également comment améliorer la qualité de l'éducation, mais bien sûr avec justement des formes d'alternatives nouvelles qui sont proposées pour assurer la continuité de l'éducation. Et ça, et bien sûr, le troisième axe de cette stratégie, c'est là, le volet pilotage. Alors, pour aller un peu plus dans les détails, c'est pour dire que au niveau donc des élèves qui sont touchés, qui sont obligés de se déplacer avec leurs parents, il faut donc tout de suite trouver les réinscrire dans les classes, dans des établissements d'accueil ou bien carrément construire des salles complémentaires ou des espaces temporaires d'apprentissage pour les accueillir. Et lorsque cette population vient dans un établissement comme ça, donc il faut augmenter par exemple par la construction d'équipements WASH
eau, hygiène, assainissement dans les établissements tels que les latrines, les forages. Mais aussi, il faut, lorsqu'elles sont déplacées, ces populations, généralement, c'est vraiment sans rien. Donc, ça fait que ça augmente justement la dépendance matérielle des parents, des ménages et aussi des élèves. Et donc, la solution, c'est apporter donc des kits scolaires, mais aussi assurer la ration alimentaire, en tout cas pour les élèves, pour que justement l'éducation se déroule dans de bonnes conditions. Et bon, continuant toujours sur ces stratégies, il faut dire que généralement avec ces conflits, il y a justement comment on appelle ça, la réponse psychosociale qu'il faut donner pour justement soit les élèves ou même les enseignants qui sont justement touchés par ces crises. Donc, il y a des appuis psychosociaux, mais il faut dire que c'est un dispositif qui intègre plusieurs acteurs. Il y a ceux de l'éducation directement, mais il y a ceux aussi chargés de l'humanitaire, mais les ONG et les privés, les collectivités plutôt, qui apportent leur soutien dans la mise en œuvre donc, de ces stratégies. Et l'autre stratégie que je tiens à signaler ici, c'est spécifiquement le cas donc, de la pandémie du Covid-19. Vous remarquerez que moi, je l'appelle le Covid-19. Alors, lorsque justement les classes ont été fermées pendant 6 mois, alors donc très tôt, le ministère en charge de l'éducation a élaboré plutôt un plan de riposte. Un plan de riposte post-Covid, justement, et ce qui a amené à développer des alternatives éducatives telles que les ressources pédagogiques numériques qui sont élaborées, les cours à distance tels qu'à travers la radio ou bien à travers les réseaux sociaux comme Internet ou bien WhatsApp, et même que le ministère s'est plutôt doté d'un site qui est justement qui accueille ces ressources pédagogiques numériques. Et ces ressources pédagogiques, il s'agit en fait des leçons que l'enseignant devrait administrer en situation de classe, qui sont données, plutôt déposées sur le site là-bas, sur le site pour que les élèves, bon, et tout en sachant que bien sûr, ce n'est pas tous qui peuvent accéder, et il y a ces initiatives donc, qui sont développées. Et je pense qu'il faut aussi signaler que pour ces stratégies, quelquefois, on agit à travers des projets. Et je voudrais par exemple évoquer particulièrement pour la question de l'éducation des filles, évoquer dans 2 cas. Il y a d'abord 2 cas qui entrent tous les deux dans le cadre donc, de la riposte à la pandémie du Covid-19. C'est par exemple le projet qui a été appelé Back to School Better. Back to School Better, donc un meilleur retour des filles à l'école. Peut-être que le Niger a pu aussi avec reçu, donc enfin en tout cas d'autres pays certainement, mais ça a été une expérience qui a consisté à apporter des soutiens aux parents, aux familles, et pour que justement, pour que les filles retournent à l'école, même celles qui allaient être en rupture, on va les retrouver et puis les scolariser. Un autre aspect c'est justement dans le cadre du plan de riposte post-Covid, le partenariat mondial pour l'éducation a répondu favorablement et une composante a été mise pour justement soutenir le meilleur retour des filles à l'école. Et tout ça, ce sont des actions spécifiques. Mais avant cela, il y avait justement le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, qui a mis en place un projet pour l'éducation des filles, la promotion de l'éducation des filles avec un focus sur justement les questions donc liées à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les questions de violences basées sur le genre et les violences de genre en milieu scolaire. Et ces projets, certains ont été évalués déjà, et je pense que les acquis sont tels que c'est encourageant et c'est des choses à continuer. Alors, si je dois revenir, je pourrais revenir si d'autres choses. Sinon, voilà, grosso modo, c'est que je peux dire. Donc, il s'agit de
d'assurer l'accès des élèves qui sont en rupture, mais aussi de mettre un dispositif pour que ces élèves aient des bonnes conditions de vie et d'études là où ils sont. Et si on n'a pas la possibilité de les atteindre physiquement, alors il y a la radio, l'enseignement par la radio, il y a l'enseignement par la télé, mais aussi il y a les sites internet où on peut les retrouver. Alors, bon, en 5 minutes, on ne peut pas tout dire, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, on a des questions pour vous dans le chat, Adeline, donc on va vous réentendre. On arrive à la fin de cette première table ronde. Malheureusement, Aïchatou Mamoudou Amaïssa a du mal à se connecter. Elle devait intervenir lors de la première table ronde et peut-être qu'elle pourra le faire pour la deuxième. Mais on a beaucoup de questions déjà et merci. Et n'hésitez pas, hein, comme vous le faites, à commenter ou à écrire des questions dans le chat. C'est chouette, ça permet d'avoir de vrais échanges. On a une question notamment qui s'adresse à vous, Paco Perichot. Je vais lire la question. Bonjour, je n'ai pas très bien compris les modalités d'attribution des scores pour l'évaluation de la sévérité. Est-ce que vous pourriez les réexpliquer? Oui, tout à fait. Alors, désolé, c'est vrai que j'ai vu que j'avais mal partagé tout à l'heure l'outil. Donc là, je vais essayer de me mettre en plein écran. Est-ce que vous voyez mieux là, maintenant? Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon, Charlie? Ouais, on vous entend et on la voit. Et je pense qu'on peut la mettre en plein écran, en fait. C'est ce que j'ai fait, mais bon, je crois que ça ne fonctionne pas. Voilà. OK. Du coup, donc, pour attribuer le score de sévérité à une commune, en fait, dans chaque sous-pilier, il y a des indicateurs qui composent chaque sous-pilier. Donc, ces indicateurs sont hiérarchisés entre eux en fonction de l'importance de l'indicateur. Par exemple, le taux de scolarisation va avoir une importance élevée, alors que d'autres indicateurs, on va dire secondaires, vont avoir une importance un peu moins élevée. Ce qui fait qu'ensuite, à chaque sous-pilier, on attribue un score de 1 à 4. Donc, par exemple, le sous-pilier accès va être composé, par exemple, de 4 indicateurs qui vont attribuer un score donc, dans ce sous-pilier-là de 1 à 4, qui va lui-même être ensuite calculé par rapport à l'autre sous-pilier qui compose le pilier éducation, à savoir l'environnement d'apprentissage. Et une fois qu'on a donc attribué une moyenne avec un système de pondération, dont je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais entre les différents sous-piliers, on va attribuer un score définitif à la commune de 1 à 4 qui permet ensuite donc de définir la vulnérabilité de cette commune-là. Voilà en gros, donc encore une fois, c'est vraiment indicateur, sous-pilier, pilier, et ensuite score de sévérité qui permettent de définir cette sévérité. Ok, bah merci beaucoup pour cet éclaircissement. On a une autre question qui s'adresse plutôt à Julie Maline, je pense, sur le programme REV. Concernant le programme REV, donc vous avez détaillé, y aura-t-il un volet d'accompagnement socio-économique, donc par exemple des activités génératrices de revenus des ménages pour contrer les effets adverses des crises imprévisibles, sachant que le ménage est l'environnement principal d'apprentissage? Oui, alors, Julie, si vous voulez nous répondre. Effectivement, cette question de l'appui socio-économique, elle est complexe et je pense que c'est là qu'il faut vraiment faire le lien avec les questions de nexus humanitaire développement. Dans le cadre du programme REV, on est vraiment sur un appui qui ne va pas durer très longtemps, 18 mois. Ça, c'est la modalité de financement qui nous l'impose. Hein. C'est des fonds qui nous sont délégués par le Partenariat mondial pour l'éducation sur une fenêtre de financement qui n'est que de 18 mois. Et donc, cette question des AGR n'a pas été retenue, mais c'est une question cruciale qui doit normalement faire partie de programmes qui prennent le relais sur des temps qui permettent de travailler sur des AGR, parce que le travail sur les AGR, ça demande quand même un peu de temps. Voilà. Merci pour ces éléments. Il y a une autre question, je pense, sur ce programme. En quoi les actions de ce projet peuvent aider une famille ou des enfants d'une famille déplacée pour cause d'insécurité ou d'inondation à être résilients et à garantir aux enfants une éducation? Voilà, je pense que comment concrètement ça peut aider les familles d'enfants déplacés, enfin de familles déplacées. Oui, les familles, quand elles se déplacent à travers ces appuis, on permet aux écoles d'être capables de les accueillir.
ces enfants déplacés. Ça signifie qu'il y a en réalité plus d'enfants qui arrivent dans la commune, donc ce qu'on appelle une pression sur le système éducatif, puisque l'école n'est souvent pas conçue déjà elle-même pour accueillir un grand nombre d'enfants, que ce soit en termes d'infrastructures, de ressources pédagogiques, de formation des enseignants, etc., de dotation en enseignants. Donc, en réalité, à travers ce programme, c'est aussi là-dessus qu'on travaille, pour permettre aux écoles d'être capables d'accueillir plus d'enfants et de se préparer à les insérer dans de bonnes conditions. Alors, une autre question, je pense aussi pour vous, Julie. Prenez-vous la peine de vérifier si les aides aux élèves, à la communauté ne sont pas détournées? Oui, en réalité, on travaille avec UNICEF qui est très présent sur le terrain et qui travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile, mais aussi on s'assure que d'abord il y a un très bon partage de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des diffusions radio régulières qui sont faites pour s'assurer que tout le monde est au courant de l'argent qui va arriver et des montants qui vont arriver dans chacune des communes. Et puis derrière, il y a un suivi complet, que ce soit du côté du ministère, du côté d'UNICEF, sur l'arrivée et l'utilisation de ces subventions, surtout, pour qu'elles soient véritablement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été prévues. Donc ça nécessite un suivi régulier et rapproché qui est fait à travers différents canaux. Et à la fin, donc ça c'est peut-être pour faire le lien avec une autre question que j'ai vu passer, il y a aussi un travail de suivi, évaluation directe avec les communautés, les enfants et les parents, à travers des enquêtes de perception. Mais je ne sais pas si on y reviendra ou si je peux en dire un mot maintenant. Vous pouvez en dire un mot maintenant, allez-y. Ok, donc il y a un travail qui est fait depuis le démarrage du projet pour d'abord essayer de comprendre quelles sont les difficultés des enfants et des parents dans ces contextes-là. Est-ce que les enfants ont peur? Est-ce qu'ils ont plus de difficultés à apprendre? Est-ce que les parents ont peur d'envoyer leurs enfants? Et de comprendre d'abord ça au démarrage du projet. Et puis il y aura une enquête à la fin du projet, donc à la fin de cette année scolaire, pour qu'on voit comment les subventions étaient utilisées, qu'est-ce que ça change vraiment dans une communauté. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dynamique locale. Les parents, les ménages, les enfants, les enseignants, pour essayer de voir si, grâce au travail qui a été fait à travers ces subventions, l'identification de ces risques, la préparation pour y répondre, on a donné confiance à la communauté pour envoyer ses enfants, donner confiance aux parents, donner confiance aux élèves qui vont à l'école dans de meilleures conditions ou pas, qui restent. Donc, c'est tout ça qu'on essaiera de regarder à la fin de cette année scolaire quand le programme va s'achever. Alors, Aïchatou Mamoudou Amaïssa a pu se connecter, donc on va pouvoir l'entendre et je vais pouvoir vous poser quelques questions. Avant cela, juste pour finir ce temps d'échange avec vous, les participants et le public, on a une question pour Madame Ouedraogo, pour Adeline Ouedraogo. Comment concrètement vous avez agi auprès des familles pour le retour des filles à l'école après les fermetures dues au Covid? Comment vous avez agi auprès des familles? Ok, merci. Alors, donc, je vais prendre l'exemple du projet Meilleur retour des filles à l'école, où nous avons travaillé avec les communautés, les associations des mères éducatrices, des parents d'élèves et les autres OBC locales qui œuvrent dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine humanitaire, pour d'abord expliquer le projet et pour que tout le monde s'approprie le projet. Et ensuite, dès lors qu'ils ont compris tout ce qu'il y a comme tenant et aboutissant pour ces projets et surtout l'intérêt de l'éducation des filles dans ce contexte, alors à ce moment, ce sont les parents et les communautés de base au niveau local qui ont été mises à contribution pour justement repérer et identifier les enfants qui sont à risque d'abandon scolaire, qui ont encore abandonné pour les ramener à l'école. Parce qu'à l'école, les enseignants étaient déjà préparés, l'administration est préparée pour recevoir ces enfants et on apporte l'appui matériel sur place. Et je voudrais, par rapport à la question, comment on fait pour savoir si ce n'est pas détourné, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais lorsque les communautés sont
associés pour l'identification des besoins, parce que dans notre cas, il nous arrive de faire cela, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, même dans la situation de crise. Et donc, et les communautés locales sont associées dans l'identification des enfants en fonction de leurs besoins. Alors, en ce moment, ça devient, en tout cas, ça permet d'endiguer un peu les éventuels détournements, même si nous, Africains, on est un peu connus pour cela, mal connus en tout cas, qui est mauvais. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, c'est vraiment l'implication des communautés pour que, justement, les enfants reviennent à l'école. Parce que c'est à cause de la crise. Sinon, la question de l'éducation des filles avait déjà été, le plaidoyer avait déjà pris. Tout le monde avait compris l'intérêt de l'éducation des filles, de façon générale, mais avec la crise, il faut justement les aider parce que la pandémie de Covid est venue justement accentuer des problèmes tels que la pauvreté au sein des familles. Et il fallait donc les aider dans ce sens. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse et merci pour toutes vos questions. Je vois qu'il y en a d'autres qu'on va entendre et auxquelles on va répondre dans un second temps, après la seconde table ronde. Juste avant de passer à cette seconde table ronde, j'aimerais qu'on entende un petit peu Aïchatou Mamoudou Amaïssa. Vous êtes bien avec nous, Aïchatou? Si la connexion fonctionne, mais normalement elle est là avec son téléphone. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué. On essaiera de vous entendre un peu plus tard. Alors, je vous propose qu'on passe donc à notre seconde table ronde, en espérant que peut-être Aïchatou se connectera et réussira à se connecter d'ici là. Et puis, je vois que vous avez encore là, que vous continuez à poser des questions et c'est hyper intéressant. On les posera tout à l'heure. Alors, dans notre seconde table ronde, jusqu'à 18h, on va pouvoir entendre 3 intervenants. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter national qui est sous-directeur du développement humain au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Samuel Dembélé, qui est président du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous, l'ANCEFA, et de la CNEPT Burkina Faso. Et puis, on va rester toujours avec Adeline Rasmata Ouedraogo parce qu'elle a encore des choses à nous dire depuis le Burkina. Samuel Dembélé, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Alors, je crois que je suis là. Vous êtes là parce que je vous ai vu partir, mais vous êtes revenu. Super. Oui, alors, parti, j'espère que j'aurai la chance. Génial, bon, on croise les doigts. Donc, c'est vous qui allez entamer cette seconde table ronde. Après, un petit peu les différents constats sur les crises qui peuvent exister, affecter les systèmes éducatifs et les différentes initiatives, les projets pour contrer un petit peu ces problématiques qui ont été présentés. Pour vous, qu'est-ce qui manque encore pour atteindre une meilleure coopération éducative? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'il faut améliorer? Merci Charlie. Permettez-moi de couper ma vidéo pour améliorer la communication. Et Très bien. Je voudrais dire que si on aurait d'être invité à cette émission, et pour moi, en tout cas, au-delà de ce que ma compatriote lui-même a déjà développé et que je partage largement, il y a que dans une coopération efficace, il faut que ce que nous visons comme objectif, c'est-à-dire une éducation, une continuité de l'éducation, une défense du droit à l'éducation, que cela puisse être harmonisé dans le sens où, lorsqu'il y a des partenaires qui interviennent, il faut que ce qu'ils apportent pour aider les systèmes locaux afin qu'ils sortent des crises, que cet apport-là réponde aux besoins de terrain et aussi aux exigences du moment. Je veux dire par là, c'est une sorte pour moi de hiérarchisation des urgences pour assurer la continuité éducative. Alors, dans ce sens, je prends simplement un exemple. Lors de la crise de la Covid, lorsqu'elle s'est éclatée nouvellement au Burkina Faso et après que le ministère ait élaboré un plan de riposte,
contre la COVID, nous avons, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, reçu la promesse de soutien des partenaires techniques et financiers pour accompagner le pays par rapport à la résolution de la crise de la COVID. Et à un moment donné, cette disponibilisation de fonds qui était évaluée à peu près à 10 millions, bon, elle est d'abord arrivée à 7 millions. Et quand le ministère a voulu utiliser ces fonds pour pouvoir acheter, par exemple, l'équipement nécessaire pour éviter la propagation de la COVID en milieu scolaire, la recommandation qui était donnée était que cet argent-là était destiné à l'éducation des filles. Donc, vous conviendrez avec moi que les priorités sont d'abord à ce qui est urgent et ensuite à ce qu'il faut promouvoir en termes, en tout cas, de particularité. Voilà. Donc, pour moi, une éducation, une coopération efficace devrait avoir un regard particulier sur ce qui est le plus urgent. Et nous savons bien que lorsqu'il y a la coopération, il y a des intérêts bien clairs de chaque côté. Et ces intérêts-là doivent effectivement converger de sorte que chaque partie ait son compte. Donc, dans le cadre donc, justement de cela, pour être plus efficace, moi, je penserais qu'il faut que dans la crise, là, on sache quelles sont les vraies causes. Déterminer les vraies causes, c'est déjà avancer dans la recherche de solutions. Dans le cas du Sahel, nous savons d'où ça venait, ça vient. Il y a effectivement le facteur pauvreté qu'on cite. Il y a aussi le facteur terrorisme que nous connaissons. Pourquoi le terrorisme? C'est aussi la pauvreté des gens qui se laissent entraîner dans la pauvreté, dans le recrue, en tout cas par les terroristes, parce qu'ils n'ont pas d'autres débouchés, ils n'ont pas d'autres perspectives. Ce n'est pas forcément parce qu'ils partagent même la cause. Et donc, ça, ce sont des éléments de cause qu'il faut réunir pour résoudre ce problème. Le second aspect, c'est l'utilisation efficace des interventions, comme je venais de le dire, que les partenaires, justement, puissent prendre en compte, justement, ce vers quoi on peut avoir une solution durable. Solution durable partagée, non seulement par les politiques locales, par les partenaires eux-mêmes. Ah, je vois que je suis en train de perdre le réseau. On vous entend, on vous entend. On m'entend? On vous entend. Ah, là, vous on m'entendez? vous entend Ok, bien. Ah, vous m'entendez plus? Si, allez-y, c'est bon. Allez-y, c'est bon. Continuez. Allô? Oui, on vous entend, Samuel. Voilà. Donc, je dis donc, par rapport à tous ces facteurs, la coopération efficace est celle qui prend en compte tous ces facteurs. C'est ce que je voulais surtout ajouter. Merci beaucoup. On a retrouvé normalement Aïchatou. Est-ce que vous êtes avec nous, Aïchatou? Aïchatou, je vous laisse, si vous y arrivez, activer votre micro. Et Samuel, si ça vous va, peut-être désactiver le vôtre. Mon micro? Oui, voilà, super. Aïchatou, vous êtes avec nous? Va-t-on réussir à la voir? C'est compliqué. Bon, Aïchatou, on verra si dans un peu plus tard, vous pourrez intervenir. On va y arriver, on y croit. Je me tourne vers vous, Arima Chegou, pour le Niger. Pour vous, qu'est-ce qui vous semble encore à améliorer quand on parle de coopération éducative au Niger? Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis un peu vraiment solidaire avec mes collègues du Burkina que j'ai entendu.
et avec lesquels nous partageons presque un peu les mêmes similitudes du point de vue de l'éducation et surtout en situation d'urgence. Donc, voyez-vous un peu la réponse en éducation au Niger comme au Burkina, c'est-à-dire, bon, c'est quelque chose qui a commencé, je dirais, aux alentours à peine de 2015, hein, c'est-à-dire à l'élaboration de notre programme sectoriel de l'éducation. Le diagnostic fait en sorte que cette question de vulnérabilité ou bien des urgences de crise, et les dispositifs nationaux même ne prenaient pas en compte l'éducation. Et encore au niveau de l'éducation, les services que nous avons ne sont pas outillés pour faire face à ça. Donc, globalement, aujourd'hui, par exemple, depuis 2015, nous pouvons considérer que le Niger a amorcé un processus qui est aujourd'hui nous a permis d'aboutir à l'élaboration d'une stratégie aussi nationale de réduction de la vulnérabilité à travers lequel aujourd'hui nous avons eu le projet REV qui a mis en œuvre un certain nombre d'activités et dont même l'outil de mesure de vulnérabilité. Maintenant, voyez-vous, s'il faut améliorer quelque chose, c'est un peu au niveau, mon collègue du Burkina a parlé de, moi je pense, harmonie, c'est un peu globalement au niveau de la synergie. Donc, si je vois aussi en tant que en tout cas, représentant un peu du ministère de l'Éducation nationale dans le dispositif de réponse, je me rends compte qu'en 2021, même si à l'heure actuelle pour 2021, nous sommes en train de faire un peu les bilans, et l'éducation un peu est très mal peut-être financée, je vais dire, il y avait très peu de mobilisation de ressources. En 2020, je pense que nous étions environ à 20 à 21% de mobilisation de ressources, mais il se fait que une dynamique a été créée. Donc, s'il y a des éléments à vraiment améliorer, c'est un peu dans la configuration. Vous voyez-vous, nous sommes des acteurs étatiques autour de l'équipe humanitaire pays, donc les humanitaires sont là, et encore nous avons aussi des mécanismes animés par le système des Nations Unies, que ce soit le PAM, l'UNICEF, l'UNHCR, et pourquoi pas aussi des ONG internationales telles que Plan Niger, World Vision, qui sont beaucoup actifs chez nous, et encore un embryon d'ONG nationales. Donc, à ce niveau, ce qu'il y a à améliorer, c'est un peu parfois le problème de communication d'abord. C'est-à-dire, moi, par exemple, représentant du ministère ACIC, parfois nous sommes interpellés pour des structures qui ont mobilisé même les ressources au nom de ces enfants affectés, mais qui n'ont passé par aucun canal pour nous faire savoir. Donc, ainsi de suite, c'est un peu ça, ce qu'il y a à améliorer. C'est d'abord vraiment une forte synergie entre les différents acteurs impliqués dans l'humanitaire ou bien dans la réponse à ces crises, et aussi un mécanisme de communication aussi assez fluide pour que les uns et les autres puissent vraiment collaborer. Mais aussi, par exemple, désormais, dès lors que nous avons un programme sectoriel de l'éducation et de la formation élaboré, qui a donné lieu à une stratégie nationale, donc c'est de voir dans quelle mesure les structures s'inscrivent et s'alignent dans le cadre un peu vraiment des orientations nationales. Globalement, c'est ça qu'il faut améliorer. Très bien, merci pour ces éléments. Est-ce que, Aïchatou, on peut vous entendre? Est-ce que si vous arrivez à désactiver votre micro? Non. Bon. Ah si, peut-être? Pardon, désolée pour le petit temps de latence, mais ce serait chouette de pouvoir vous entendre, Aïchatou. Est-ce que ça fonctionne? Non. Bon, on va un petit peu avancer et puis on continue d'y croire. On va avancer avec vous, Joanne Valadou, donc qui travaillait au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour nous dire peut-être un petit peu la place de l'aide publique au développement l'aide française dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence et de crise. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler l'intervention de la France dans ce domaine-là? Oui, volontiers. Merci beaucoup, cher Charlie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui en cette journée internationale de l'éducation, quand même un jour particulièrement important et que nous souhaitons vraiment commémorer, saluer au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci infiniment à vous, à la Coalition Éducation, aux collègues de l'Agence française de développement, bien sûr, pour organiser ce webinaire. C'est à la fois frustrant de ne pas pouvoir se retrouver tous ensemble en présentiel, mais en même temps, c'est quand même très précieux de pouvoir avoir ces perspectives pays, des amis et des collègues depuis le Niger, le Burkina Faso. Et effectivement, on espère vivement pouvoir entendre tout à l'heure Madame Aïchatou Mamoudou Amaïssa, parce que je pense qu'elle a beaucoup à apporter à ce dialogue. Ravi d'être là parce que le thème est particulièrement important et aussi parce qu'on est dans un contexte, je dirais, vraiment charnière aussi au niveau français sur cette question d'éducation et de la place qu'elle prend dans notre aide au développement et dans notre
dans notre politique étrangère, tout simplement, puisqu'on est dans le moment où on va rénover et se lancer dans la rédaction d'une nouvelle stratégie française en matière d'éducation. La stratégie précédente arrive à échéance, et donc c'est très précieux de pouvoir s'alimenter, de se nourrir comme ça de ces dialogues et de ces échanges. Je voulais juste partager quelques éléments, quelques idées forces avec vous sur l'action de la France, et tout d'abord peut-être commencer par souligner combien l'éducation occupe aujourd'hui une place importante dans notre action extérieure et dans notre aide au développement. C'est le cas depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et notamment depuis 2018, avec la décision du président de la République de faire de l'éducation l'un des secteurs prioritaires vraiment de notre action extérieure. Et c'est je dirais, une volonté politique très forte qui a été encore réaffirmée il y a peu, en novembre dernier, le 10 novembre, à l'occasion de la déclaration de Paris, lors de laquelle le président de la République a lancé, aux côtés de nos plus proches partenaires, notamment de l'UNESCO, un appel international pour faire plus que jamais de l'éducation une priorité centrale des stratégies et des politiques publiques, y compris à travers les plans de relance nationaux. Donc c'est vraiment une priorité politique très forte. Ça se retrouve aussi sur le plan de notre engagement financier, puisque l'éducation, c'est presque 20%, un peu moins 17% de notre aide publique au développement aujourd'hui. Donc c'est une composante quand même très importante de notre action dans ce domaine. C'est 1 milliard d'euros par an de financement pour soutenir l'éducation dans le monde aujourd'hui. Alors, quelques convictions sur la place qu'a l'éducation dans notre aide de manière très structurelle. La volonté de la France, c'est vraiment de faire en sorte que notre action permette de contribuer à l'accès à l'éducation des enfants les plus vulnérables, en particulier des filles. Et ça, je pense qu'on va pouvoir y revenir. La dimension du genre est tout à fait structurante et essentielle pour nous et dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Et par conséquent, dans les contextes de crise et de fragilité, c'est vraiment l'un des enjeux centraux de nos interventions dans ce domaine. Et c'est lié au fait que les crises, qu'elles soient sécuritaires, humanitaires, climatiques, sanitaires, on le voit évidemment avec la Covid-19, impactent considérablement l'accès des enfants à l'éducation. Et les filles courent plus de 2 fois plus que les garçons de risque d'être exclus des systèmes scolaires dans ces contextes. Et c'est vraiment un élément fort de notre vision et de notre action. Donc, dans ce contexte, vraiment, l'action de la France, elle vise à renforcer l'articulation, je dirais, à la fois des enjeux d'urgence et des enjeux de développement. On a parlé tout à l'heure de nexus humanitaire développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important quand on parle d'accès à l'éducation de tous les enfants dans les situations de fragilité et de vulnérabilité. Peut-être un mot sur la dimension multilatérale. Vous savez que la France considère que face aux grands enjeux globaux, le multilatéralisme, c'est une force. C'est un moyen d'être plus efficace tous ensemble quand il est fait de manière cohérente et responsable. Et en matière d'éducation, nous y croyons beaucoup. Ça se traduit par de différentes manières. D'abord, sur le plan politique, par l'adhésion à des principes très forts. On a par exemple ratifié la déclaration sur la sécurité des écoles, qui reconnaît les défis auxquels l'éducation est confrontée dans le cadre de conflits armés et qui nous engage à mieux protéger les élèves, le personnel, les établissements d'enseignement en temps de guerre, en temps de conflit. Et ça se traduit aussi sur le plan financier dans la manière dont on soutient les acteurs à l'international. Je peux par exemple parler du partenariat mondial pour l'éducation, le PME, que vous connaissez toutes et tous, en faveur duquel la France a renouvelé son engagement. Il y a eu une conférence de reconstitution l'an dernier. Et donc, on s'est engagé à hauteur de 333 millions d'euros sur le cycle qui s'est ouvert 2021-2025. Ce PME, il joue vraiment un rôle très important et je pense que c'est intéressant qu'on en dise un mot ici. D'abord, en faveur des pays fragiles et en contexte de crise, puisqu'il a une action qui permet de débloquer rapidement des fonds spécifiques, complémentaires pour répondre à des situations d'urgence. Et il l'a fait aussi dans le contexte de la Covid-19, avec une riposte spécifique à hauteur de 500 millions de dollars qui a permis de contribuer à pallier les effets de la crise sanitaire dans les pays partenaires. Et c'est une somme qui représente presque un quart en fait des fonds disponibles qui ont été levés à Dakar en 2018 lors de la précédente conférence de reconstitution. Alors, le multilatéralisme dans l'action de la France, il passe aussi par le soutien à d'autres organisations. On peut mentionner par exemple Education Cannot Wait, qui était en principe à bord, je crois, de l'événement d'aujourd'hui. C'est quelque chose de tout à fait significatif de notre point de vue aussi, notamment s'agissant de l'aide à l'éducation dans les contextes d'urgence. Et là aussi, la France y a contribué, y compris sur le plan financier. Ça bénéficie à des programmes au Liban en faveur de l'intégration des enfants réfugiés syriens, par exemple, mais aussi, bien sûr, dans le Sahel, qui nous occupe tout particulièrement aujourd'hui, avec des programmes à hauteur de 2 millions d'euros financés dans ce contexte. Et enfin, peut-être un mot aussi sur l'adaptation dans le contexte de la crise sanitaire et de la Covid-19. Je pourrais citer à cet égard un projet comme celui d'Imagine École
dont je pense beaucoup ici ont entendu parler, qui a été mise en place pour assurer justement la continuité pédagogique face à la pandémie, qui a été lancée sous la houlette de la Coalition mondiale pour l'éducation, initiée par l'UNESCO, et dans lequel la France est particulièrement impliquée, avec une mobilisation du ministère de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères notamment, qui a permis de mettre en place des plateformes numériques d'enseignement à distance, de s'adapter pour faire en sorte que cette pandémie ne devienne pas ou devienne un peu moins une terrible pandémie sur le plan éducatif, notamment dans des pays qui nous intéressent, qui nous réunissent aujourd'hui au Sahel. Enfin, le soutien de la France, il passe aussi par l'Union européenne, puisque vous savez que c'est quand même un moyen essentiel pour être à l'échelle, pour avoir un impact plus fort. Et donc, à cet égard, la France a soutenu la décision du Conseil de consacrer 10% de l'aide humanitaire de l'Union européenne à l'éducation, contre c'était seulement 4% auparavant. Ça, c'est une décision de 2019, ce qui représente un montant important de 1,6 milliard d'euros par an. Enfin, à côté du multilatéral, on est également très mobilisé sur le plan bilatéral, et la forte implication de l'Agence française de développement, de ses équipes, y compris dans les pays qui sont présentes aujourd'hui, en témoigne évidemment de manière tout à fait exemplaire. C'est également le cas à travers le Centre de crise et de soutien, qui est une organisation du ministère des Affaires étrangères qui est très active dans ce domaine. L'AFD, je voudrais simplement signaler que l'action qui est destinée aux pays du Sahel est vraiment une composante très importante de ce que l'Agence française de développement fait en matière d'éducation, et on s'en félicite tout particulièrement. Et c'est aussi un acteur qui est très impliqué et qui renvoie à une problématique d'articulation entre bilatéral et multilatéral qui nous est chère, puisque l'Agence française de développement est un agent délégataire. Donc, en fait, elle travaille pour le partenariat mondial de l'éducation dans les pays. Elle met en œuvre un certain nombre d'actions, et c'est quelque chose qui est aussi tout à fait essentiel de notre point de vue. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais je voulais partager quelques éléments, quelques lignes de force avec vous. Merci beaucoup. Et merci pour ces éléments. Alors, on va réussir à entendre Aïchatou grâce à Léa Rambaud de la Coalition Éducation qui est au téléphone avec elle. Donc, on va, voilà, par téléphone interposé, ça va fonctionner. Aïchatou, vous nous entendez? Aïchatou. Oui, je vous reçois maintenant. Ok, super. Alors, on va essayer d'aller assez rapidement dans le concret avec vous, qui êtes donc représentante du cadre consultatif nigérien des enfants. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelles sont les actions que vous menez pour aider au droit à l'éducation en contexte de crise? Aïchatou, tu peux parler? Allô? Oui, c'est bon, t'entends. Oui, on t'entend. Oui, je vous reçois maintenant. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir un petit peu les actions qui sont menées par le cadre consultatif nigérien des enfants dont vous faites partie pour aider au droit à l'éducation en contexte de crise, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je tiens vraiment à m'excuser pour les problèmes d'ordre technologique, donc indépendamment de notre volonté. Alors, comme vous avez, je suis Mahmoud Hamou Issa, je suis étudiante en 3e année d'études juridiques et politiques à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Également, je suis la vice-présidente nationale du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Alors, je voudrais commencer mon propos par ce témoignage d'un enfant au nom de Farida. Elle est âgée de 8 ans. Elle réside dans une des zones cibles d'insécurité ici au Niger. Alors, elle dit, à chaque fois que je vois des motos, je sens qu'une attaque est sur le point de se produire. Et quand je dors la nuit, je fais des cauchemars et des mauvais rêves. Je n'arrive pas à bien dormir. J'ai aussi peur à chaque fois que je vois des soldats. Donc, cette situation est l'une des caractéristiques des situations dans lesquelles la plupart des enfants poursuivent leur éducation pour ceux qui en ont la chance de le faire, bien sûr. Donc, comme Farida, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui vivent dans cette situation, dans ce cauchemar, si on peut l'appeler ainsi. Vraiment, c'est une situation qui nous dépasse. Parce que, compte tenu... Allô? Oui, on vous entend, Vous me recevez? Oui, très bien. Tu peux continuer. D'accord. Je disais tantôt que vraiment, comme Farida, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui vivent cette situation du fait de
du fait de l'insécurité et de plusieurs autres vulnérabilités, telles que les inondations, telles que, comment on appelle ça, les inondations, je disais, telles que la sécheresse, la pauvreté, vraiment pour ne citer que cela. Ceux-ci viennent aussi s'ajouter à plus de 2 millions d'enfants hors de l'école du fait de la faible efficacité du système éducatif et qui sont exposés à toute forme d'abus, dont les enrôlements, la négligence des parents, l'ignorance, les violences sexuelles aussi. Donc, dans un pays comme le Niger, où l'éducation est déjà en péril, si l'on analyse les situations scolaires, cela est vraiment inacceptable. Oui, d'autant plus inacceptable que quand nous constatons le non-accès à l'école n'est pas seulement une violation de leurs droits fondamentaux, mais vraiment, ça retarde le développement durable du Niger. Le Niger est le pays champion en termes de mariage d'enfants avec un taux de 76,3%. Donc, en termes plus clairs, c'est 3 filles sur 4 qui sont données en mariage avant leur 18e anniversaire. Et selon la Banque mondiale en 2017, une réduction du mariage des enfants rehausserait le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, 4%. Alors, pour apporter notre contribution, les CCNEJ, en tant qu'association de jeunes actives pour le bien-être des enfants, nous avons vraiment mené beaucoup d'activités avec les acteurs internationaux comme Plan International Niger et d'autres partenaires. Vraiment, nous avons mené des activités de sensibilisation et de mobilisation sur l'éducation de manière générale. Et aussi pour rendre l'éducation des filles et leur maintien à l'école. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec les clubs de veille, avec les enfants et sur la mise en œuvre, autant pour moi, d'un projet dénommé Initiative des jeunes en faveur de la paix et de la cohésion sociale. C'est un projet qui intervient dans 2 zones. Donc, à Tilaberi, qui est déjà une zone d'insécurité, et à Tawa, qui est une zone en situation d'insécurité. Donc, d'une autre manière, c'est de prévenir, et de l'autre côté, qui est déjà dans la situation d'insécurité, c'est vraiment de protéger. Donc, c'est de manière concrète les activités qu'on a eu à mener. Et on a aussi fait des plaidoyers, si je peux ajouter, des plaidoyers et des sensibilisations à l'endroit des décideurs afin que l'éducation ou bien les droits des enfants sans discrimination soient respectés. Donc, de manière ramassée, c'est ce qu'on a eu à mener comme activité au sein de notre cadre. Alors, merci beaucoup. On est très content d'avoir pu vous entendre, Aïchatou. J'en profite pour qu'on vous ait que ça fonctionne, pour vous demander un petit peu, vous, qu'est-ce que vous aimeriez demander aujourd'hui? Quel serait votre plaidoyer pour améliorer la situation et la qualité de l'éducation en situation de crise? Pour vraiment améliorer la situation de... Il y a un petit souci de l'Arsène. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais que ce que je vais dire ici fasse écho aux 4 coins du monde afin que la situation des enfants puisse être améliorée pour qu'ils puissent poursuivre normalement leur éducation. Alors, je disais, nous voulons vraiment l'accès à une éducation qui prend en compte les défis sociaux auxquels les filles sont confrontées. Nous avons les mariages des enfants, nous avons la discrimination de l'accès à l'éducation dans un espace d'apprentissage sûr. Nous voulons vraiment un enseignement de qualité au contexte, qui soit vraiment adapté au contexte et à la réalité des enfants, notamment les filles, en promouvant d'autres alternatives telles que l'éducation non formelle, telles que l'introduction aux nouvelles technologies d'information et de la communication, à la promotion de la formation professionnelle. Nous voulons également une meilleure coordination des financements sur le terrain. Je disais une meilleure coordination des financements et des actions terrain qui impliquent les associations des enfants et jeunes.
comme Mahatma Gandhi disait, tout ce qu'on fait pour moi, sans moi est vraiment fait contre moi. Donc, nous voulons aussi l'allocation conséquente des budgets nationaux de l'éducation et une augmentation substantielle du Fonds humanitaire international pour la continuité de l'éducation des enfants au Niger. Nous voulons également la promotion de l'accès des NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans un cadre de l'éducation, de la formation. Et nous voulons aussi le renforcement des investissements pour la... Ah, zut, ça a coupé. Bon, je pense qu'on a entendu l'essentiel du plaidoyer de Aïchatou. Donc, merci à elle et merci Léa de nous avoir aidés pour la connexion. Samuel Dembélé, si votre connexion à vous le permet encore, quelles recommandations vous auriez à faire aux États, aux bailleurs, à tous les acteurs de la coopération éducative, voilà, pour faire en sorte que les ressources soient concentrées sur les besoins prioritaires des populations en termes d'éducation? Quelles seraient vraiment vos recommandations précises? Merci Charlie pour cette question précise. Je commencerai par le niveau national et je prends l'exemple sur, en tout cas, ce que nous avons déjà fait, déjà en partenariat avec l'AFD au niveau national, c'est développer des initiatives locales pour qu'on puisse occuper justement le terrain d'une éducation de qualité, à commencer par le maintien des jeunes sur leur terroir, ce qui signifie aussi une activité précise. Alors, nous avons, avec l'AFD, fait une expérience de ce qu'on appelle une jeunesse Sahel, qui est en cours et qui même propose une solution comme EduBox, qui est un projet je dirais, de connexion locale dans les zones où les jeunes sont regroupés et peuvent avoir accès aux enseignements en ligne sous connexion locale. Et je vous assure que... Et je voudrais aussi maintenant arriver au niveau régional. Au niveau régional, là, en tant que représentant de ANCEFA, je ne saurais manquer de souligner ce que nous avons toujours défendu pour que nous puissions avancer, à savoir que l'éducation doit être toujours une priorité pour toute réponse humanitaire d'urgence ou de reconstruction et de... Ah, zut, j'ai l'impression que la connexion de Samuel Dembélé a coupé, malheureusement. On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui avec Internet. C'est pas grave, si on arrive à le retrouver, c'est super. Adeline Ouedraogo, est-ce que vous auriez aussi des recommandations à faire de votre côté? Bien, merci. Alors, je crois que les recommandations sont déjà pratiquement toutes dites, parce que pour améliorer justement la coopération, c'est harmoniser les interventions aux besoins, et la synergie d'action des intervenants, mais aussi peut-être ce qui, oui, ça se rejoint un peu, c'est bon, la responsabilisation quand même des partis étatiques qui demeurent justement celles-là qui vont définir les politiques. Et en tout cas, il faut responsabiliser quelqu'un. Mais aussi, dans le cadre de la situation d'urgence, des situations d'urgence, par exemple, dans mon pays, on a mis en place donc, un certain nombre de clusters et thématiques, et on gagnerait à les rendre dynamiques. Donc, si la coopération peut nous aider à cela, c'est plutôt à les rendre plus collaboratives, à dynamiser la collaboration. Par exemple, vous avez les cloches éducation, il y a les cloches WASH, il y a les cloches, je ne sais pas moi, autres clusters en tout cas, mais il ne faut pas qu'on travaille de façon cloisonnée. Donc, il faut nous aider à cela. Et
je voudrais dire que tout a été déjà vraiment très bien dit et je voudrais revenir sur ce que M. Johan disait tantôt, hein, parce qu'il a parlé donc des formes de soutien de la France à travers l'AFD notamment, où justement, effectivement, dans le cadre donc, du projet dont j'avais parlé plus haut, l'AFD est l'agence partenaire justement pour le financement PME dont nous bénéficions avec une composante pour un meilleur retour des filles. Donc, je crois que les recommandations sont déjà toutes dites. Très bien. Je voudrais juste ici rappeler un propos de Malala qui va peut-être motiver que nous devons continuer à lutter pour l'éducation des filles parce que généralement dans nos contrées, nous avons que la question de l'accès semble plus ou moins être… en tout cas, il n'y a plus de disparité là-bas ou encore elle s'est fortement réduite, on a la parité, mais on semble vouloir baisser les bras si ni traiter la question des crises. Donc, il faut qu'on reconnaisse avec Malala qu'il y a deux pouvoirs dans le monde, celui de l'épée, l'autre est celui de la plume, et le troisième, selon elle, et qui est plus fort que les premiers, c'est la femme. Donc, il faut aider la femme à pouvoir justement avoir ce pouvoir pour un meilleur, pour un monde meilleur. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci pour ces jolis mots, Adeline. On arrive à la fin de cette seconde table ronde. Avant de prendre vos quelques questions, j'ai vu qu'il y en avait encore sur le chat, je vais laisser la parole pour conclure à Joanne Valadou. Si vous pouviez conclure en quelques phrases sur un petit peu les facteurs de succès pour que ces interventions dont on a parlé tout au long de ce webinaire soient efficaces. Quels sont les facteurs importants pour qu'il y ait une éducation de qualité en contexte de crise ? Oui, merci beaucoup. Je vais essayer. C'est pas facile de parler en dernier parce qu'effectivement, beaucoup de choses très, très intelligentes ont été dites, mais peut-être 3 ou 4, je dirais, convictions, en tout cas, que nous, on a au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Premièrement, vraiment, il faut garder à l'esprit qu'on doit d'abord développer une approche au service des populations les plus vulnérables. Et pour y arriver, pour être efficace, il faut avoir une approche qui soit inclusive, équitable, égalitaire, une approche par les droits. C'est vraiment ça qui guide, je crois, qui doit guider notre réflexion collective et notre action. Et en particulier, comme on disait, à plusieurs voies, une approche bénéficiant spécialement aux filles dans le domaine de l'éducation. Les inégalités de genre sont vraiment un enjeu très très fort. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec une vision, je dirais, assez holistique, assez globale, qui va de l'appui à l'éducation, mais qui passe aussi par des actions spécifiques en matière d'éducation à la sexualité, appui à la santé des jeunes filles, des adolescents. C'est ce qu'on fait par exemple avec des outils comme le Fonds français Muskoka qui est actif dans cette géographie du Sahel qui nous intéresse. L'approche holistique, elle est aussi essentielle parce que les enjeux d'éducation sont bien sûr reliés à des enjeux de santé, de sécurité, d'hygiène, de nutrition, bien sûr. Et donc, c'est important d'avoir, quand on travaille dans le domaine de l'éducation, si on veut être efficace, que ça s'inscrive dans une action qui est plus globale de développement humain. Par exemple, l'alimentation scolaire, c'est un élément central aussi pour les enfants. Et on sait que des enfants qui sont privés d'éducation, ils sont aussi parfois privés du seul repas de la journée pour eux. Et on ne peut pas bien apprendre quand on n'est pas bien nourri. C'est pour ça que l'action de la France dans le domaine de l'éducation, elle s'articule aussi avec, par exemple, le soutien qu'on a à la coalition pour l'alimentation scolaire qui a été lancée par le Programme alimentaire mondial l'an dernier. Un troisième élément peut-être de conviction, c'est qu'il faut, je crois, toujours être à la recherche des bonnes pratiques et valoriser celles qui existent, d'où qu'elles viennent. Et à cet égard, il faut leur donner plus de visibilité. Il y en a beaucoup qui viennent justement des organisations de la société civile, des gouvernements aussi, bien sûr, mais beaucoup de la société civile. Et notre souhait, c'est vraiment de pouvoir les identifier, les partager, participer à leur visibilité pour que chacun, chacune s'approprie ce qui fonctionne et s'enrichissent mutuellement. C'est le sens notamment d'un rapport d'études de la coalition éducation, réponse éducative au Covid-19 dans les pays au développement, qui a été cofinancé par le ministère avec l'AFD et qui donne, je crois, pas mal d'éléments d'enseignement qui sont importants et intéressants. Et enfin, dernier élément, je pense que c'est important d'être, je dirais, agile, de pouvoir s'adapter. Ça passe quand c'est nécessaire, par la diversification des contenus et des outils d'apprentissage à distance pour s'adapter aux besoins des populations. Ça a été fait dans le contexte de la pandémie avec l'utilisation des plateformes en ligne, de la télévision, des réseaux sociaux. Ça a été un des facteurs de succès des interventions dans le domaine de la continuité pédagogique. Et donc ça, c'est les choses qui sont importantes. Et de la même manière, j'ai envie de dire,
il existe à côté des mécanismes traditionnels des bonnes pratiques alternatives qu'il faut également identifier, valoriser, développer. On peut penser aux écoles à passerelles, aux écoles mobiles, aux espaces temporaires d'apprentissage, autant d'éléments qui permettent de s'adapter toujours mieux et plus aux populations vulnérables qui ont besoin de notre soutien. Voilà. Et donc enfin, je dirais à nouveau cette nécessité d'un continuum entre actions de court terme, réponse à des situations de crise et actions de plus moyen et long terme, centrées vers le développement, qui est, à mon avis, aussi une condition d'un succès sur le long terme. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il nous reste simplement quelques minutes pour reprendre les questions que vous posez. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des réponses dans le chat et c'est tant mieux, et des échanges. Une question qui me semble très importante et très intéressante et qui s'adresse à, je pense, tous les intervenants. Donc, c'est vraiment ceux qui ont envie de répondre qui peuvent répondre. La situation d'urgence, c'est aujourd'hui la prise en charge de classes de plus en plus chargées, qui ont par exemple plus de 100 élèves. Comment soutenir le travail des enseignants et leur morale? Parce que c'est vrai qu'on peut aussi, voilà, on a parlé de crise sanitaire, de crise liée sécuritaire. Il y a aussi effectivement cette urgence-là, qui est l'urgence du nombre d'enfants par classe, par exemple. Comment faire en sorte pour que les enseignants arrivent à travailler et gardent le moral, hein, c'est la question. Alors, qui voudrait répondre parmi les intervenants? Ça, c'est une casse-tête, hein? Je vais essayer. Très bien, super. Bon, c'est vrai que les classes à effectifs pléthoriques sont justement courantes dans nos contrées, mais et puis c'est exacerbé avec donc les populations, les élèves déplacés qu'on accueille dans ces classes, et il faut effectivement outiller les enseignants pour une meilleure prise en charge donc des classes à grand effectif. Et je pense que l'encadrement pédagogique travaille à cela. C'est pourquoi c'est des modules de formation aux enseignants, comme par exemple la pédagogie des grands groupes, la pédagogie différenciée. Et ce sont ces soutiens, par exemple, qu'on donne aux enseignants. Mais bon, j'avoue que ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci pour cette réponse. Quelqu'un d'autre veut répondre? Samuel Ah Dembélé. oui, mais en tant qu'enseignant, hein, cette question-là, chez nous, n'est pas nouvelle. Hein. Même avant les situations d'urgence, il y avait déjà des classes en nombre pléthore, et les enseignants, en tout cas, se débrouillaient tant bien que mal pour pouvoir, en tout cas, assurer un minimum aux élèves. Et le problème nouveau, par exemple, avec la COVID, c'est justement l'aspect sanitaire. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de contagion? Comment faire pour que, justement, on se réorganise autrement pour pouvoir, en tout cas, assurer ce qu'on faisait déjà. Donc, je vous assure que au niveau du Burkina Faso, il y a eu des initiatives au niveau des enseignants qui ont, en tout cas, essayé de s'adapter à la situation, et qui se sont organisés de sorte qu'il y ait une manière tournante de pouvoir, en tout cas, prendre les élèves sans qu'il y ait, en tout cas, de gros risques par rapport à l'efficacité de leur enseignement. Et ça, c'est à saluer, c'est-à-dire c'est des initiatives qui ont été faites, même qui ne sont pas dictées par l'autorité, et qui montrent les sacrifices que consentent justement ces enseignants-là sur le terrain. C'est pour dire qu'il y a une réelle volonté, en tout cas, de toujours surmonter les obstacles les plus difficiles, en tout cas pour assurer à nos enfants une éducation minimale pour rester dans la continuité éducative. Donc, c'est des exemples que nous avons vécus. Arima Chegou, je crois que vous vouliez aussi répondre sur cette question-là. Oui, c'est pour dire qu'un peu au Niger, bon, c'est-à-dire même la catégorie des personnes que nous avons, des enfants qu'on a entre les mains. Donc, nous avons 4 catégories. Nous avons les enfants des autochtones, nous avons les enfants, comment dirais-je, les retournés, ce que nous appelons les retournés nigériens, les réfugiés et les déplacés internes de manière générale. Donc, par exemple, quand je prends, par exemple, au-delà même de toutes ces questions,
Nous avons une des difficultés par rapport à la prise en compte des enfants réfugiés, par exemple, parce qu'au Niger, nous avons eu à la frontière avec Maradi et la région de Difa, et les enfants anglophones, pour lesquels le système n'est pas outillé aussi. Et aussi, il faut le dire que dans le cadre même des mesures prises par nos gouvernements, parfois, par exemple, l'interdiction des motos constitue un frein parce que quand nous considérons qu'il y a des problèmes d'accès à une zone, les enseignants avaient eu pour option de revenir dans les zones sécures pour passer la nuit et d'aller faire le travail le matin. Donc, pour tout ça là, malheureusement, Maline Julie me dira que c'est une question structurelle, mais on avait songé aussi un peu à des stratégies, pourquoi pas des petites rémunérations en termes de frais de déplacement ou bien des primes même de motivation, pour encourager ces enfants-là ou bien ces enseignants-là à aller sur le terrain. Mais par rapport à donc, un peu la gestion des grands groupes, comme l'ont dit mes collègues du Burkina, nous avons un peu toutes ces stratégies en termes de tutorat, de mentorat, pourquoi pas aussi pour la gestion des grands groupes, pour lesquels DIFA en 2015 a développé un module par rapport à la gestion des classes multigrades. Et aussi, comme il l'a dit aussi, bon, au Niger, déjà, c'était des questions, hein, comme ce que nous appelons les habitats, les zones à habitat dispersés, c'était une problématique. Donc, nous avons eu à mettre depuis des initiatives par rapport à ça. Donc, voilà comment nous gérons. Mais parfois, aujourd'hui, petit à petit, nous inscrivons aussi dans le cadre de la politique gouvernementale. Et Dieu merci, il faut se féliciter aussi. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du gouvernement, donc, particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le 2 avril qu'il avait prêté serment, il n'y a pas une adresse, pas une sortie, tant qu'il n'en parle de l'éducation. La dernière, c'était avant-hier seulement à Tilia et Tassara, où il avait promis à cette population que, par rapport un peu aux problèmes d'éducation, des mesures sont en train d'être prises. Donc, c'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut essayer de voir, pourquoi pas dans le cadre de la politique gouvernementale, comment songer à améliorer les conditions des enseignants dans ces zones. Merci. Bien, merci beaucoup, Arima Chegou. Je vous propose d'écouter le mot de la fin avec Léa Rambaud, donc, qui va un petit peu conclure ce webinaire pour Coalition Éducation. Merci beaucoup, Charlie. Déjà, au nom de la Coalition Éducation, je voulais remercier le ministère des Affaires étrangères et l'Agence française de développement, ainsi que tous les intervenants et les participants à ce webinaire pour la richesse des échanges. Et je pense que pour ne pas être longue, et ce qu'on peut retenir déjà de ce webinaire, c'est l'importance de poursuivre une telle dynamique, de continuer les échanges entre nous et surtout de plaider auprès des autres acteurs pour que l'éducation soit toujours intégrée dans les réponses aux crises et les interventions qui sont mises en place aussi pour répondre aux différents types de crises comme on a pu le voir, car on pense qu'aujourd'hui, même si l'éducation devient de plus en plus une priorité, l'éducation en situation d'urgence est certainement encore insuffisamment priorisée dans les différentes politiques, tant au niveau national qu'au niveau des coopérations, et renforcer surtout le continuum urgence-développement, comme on l'a réitéré à de nombreuses reprises, et la coopération multi-acteurs et intersectorielle. Eh bien, merci beaucoup. Et j'en profite pour rappeler aussi que Samuel Dembélé voulait lui signaler le lancement de la campagne sur l'éducation en situation d'urgence. Voilà, donc je le fais à votre place, Samuel, puisque la connexion a été un petit peu coupée. Donc, qui va être lancé début mars. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous les intervenants. Désolée, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Il y en avait beaucoup, mais on a essayé d'en prendre la majorité. Voilà. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour l'initiative. Bonjour Samuel, merci. Voilà. Bonjour à tous les amis et à tous les collègues. Et merci à l'AFD merci pour la solidarité pour notre pays qui traverse une crise politique qui est. Oui, je vous rappelle que nous sommes en acte dans les incertitudes là dans le pays. Donc, vous nous vivez en direct en situation de crise. Merci pour la solidarité manifestée par cela, parce qu'il y en a qui l'ont fait ici. Merci pour votre soutien. Merci vraiment de votre soutien. Bon courage et merci beaucoup à vous. Bon courage. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo à la modération. Au revoir. Ok, merci aussi. Au revoir. Merci.
Je vais couper le webinaire, donc la connexion va s'arrêter pour tout le monde, y compris pour les intervenants. Super. Voilà, parce que je suis enregistrée, donc je propose de couper et si vous avez des échanges, de débrief à faire, de le faire en dehors de la plateforme. Ok. Si ça vous va. Très bien, super, merci.